Yo, salut les fourreurs de viennoiserie, bienvenue dans le troisième et dernier épisode consacré à la mort des territoires du catch aux États-Unis dans les années 80, qui est parallèle à l'expansion nationale de Vince McMahon. Dans les deux premiers épisodes, vous avez déjà eu beaucoup d'informations, et comme je vous l'avais dit en conclusion du dernier épisode, aujourd'hui on va commencer avec WrestleMania 3. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, bien entendu, description pour voir les liens, c'est essentiel pour pouvoir mieux comprendre cet épisode 3. Donc WrestleMania 3, c'est André contre Hogan au Pontiac Silverdome devant 93 000 spectateurs. Le vrai public, c'était 78 000. Mais voilà, c'est ce record avant qu'il ne tombe, je ne sais plus en quelle année, dans les années 2010, pour un autre show au Texas. Alors même si c'était 78 000 au lieu de 93 annoncés, il y a une autre stat qui est impressionnante pour ce show, c'est 400 000 achats de pay-per-view, alors qu'il n'y avait que 5 millions de foyers équipés pour pouvoir acheter un pay-per-view. En combinant toutes les sources de revenus pour ce show, et malgré l'absence de stars mainstream, contrairement à WrestleMania 1, eh bien, WrestleMania 3 rapporte près de 17 millions de dollars et permet enfin à Vince McMahon d'assurer ses arrières niveau finance dans la guerre face à Jim Crockett, qui était à ce moment-là le dernier promoteur toujours à batailler contre lui. Donc vous voyez, ça a commencé il y a quand même quelques années et il faudra beaucoup de temps pour que Vince McMahon puisse rentabiliser tous ses investissements. Ça ne s'est pas fait comme ça, hein. Mais il fallait quand même penser au futur. Parce que même si Hogan était le leader incontesté de la WWE, il n'a réussi à remplir le Madison Square Garden, enfin remplir en tant que sold out, qu'une seule fois en 1987. Donc Hogan est un leader, oui, mais attraction commerciale, pas forcément. C'est ça qui est fou. Aujourd'hui, on demande à n'importe qui, ouais, catch, machin truc, peut-être qu'ils vont te dire Le Rock ou John Cena, mais ils vont surtout te dire, ah ouais, le grand blond là, avec une moustache, machin truc. Donc tout le monde connaît Hogan, mais aux États-Unis, même si c'était la locomotive WWE, ce n'est pas une locomotive qui allait aussi vite que ce qu'on croit. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, toutes les salles seraient toujours sold out, en commençant par le fief de la WWE, le Madison Square Garden. Ça n'était pas le cas. Donc Hogan, c'était pas non plus Byzant, c'était pas non plus une solution miracle pour Vince. Il était synonyme de catch, mais clairement pas un vrai vecteur de business comme le seront Austin et le Rock une dizaine d'années plus tard. De son côté, Crockett, il commet une erreur et bouge Starrcade sans WrestleMania. Il le supprime de Greensboro en Caroline du Nord, où il avait l'habitude de faire des sold-out chaque année depuis 1983, et il le met à Chicago. Le public fidèle de Greensboro ne lui pardonnera pas, et la popularité de son fief va diminuer petit à petit. Alors déjà que c'était un peu la merde ailleurs, si en plus il fait des conneries sur ses dernières terres fertiles, ça risque d'être très dur pour lui. Mais ça peut se comprendre. Jim Crockett devait donner l'impression d'être puissant au niveau national et pas uniquement dans le sud-est, dans les Carolines ou en Géorgie. Vince McMahon, il voit bien ce qui se passe. Chicago, c'est plus un territoire WWE que WCW à ce moment-là. Donc il se dit, allez, il faut que je contre un truc, et il nous claque les Survivor Series. À ce moment-là, les chaînes de pay-per-view, elles se disent, oh putain, regarde l'aubaine, c'est génial, 2 pay-per-view, parce qu'en plus, Starrcade, c'était en après-midi, les Survivor Series en soirée, donc ils se sont dit, putain, on a 2 pay-per-view à vendre, ça va être le bonheur. Sauf que non, parce que notre ami Vince McMahon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre son téléphone et il va appeler les compagnies de câble. Et il va dire, si vous vendez leur pay-per-view, nous, on ne le diffuse pas chez vous. Donc les mecs se disent, la WWE est plus forte, on ne va pas diffuser, ils vont céder sous la menace, sous la pression, ils ne vont pas diffuser la NWA. Sauf que là, le petit coup d'enculé, c'est que finalement, c'était une fausse menace, parce que, assurez-vous que les chaînes qui ont quand même diffusé Starrcade, il ne leur est rien arrivé, et ils ont continué à diffuser de la WWE l'année prochaine. Donc Vince McMahon menace qui n'a jamais été mise à exécution, mais en tout cas qui a bien marché, qui a fait suffisamment pression pour que Starrcade se prenne un bon petit retour de bâton commercial et que la rentabilité du show soit vraiment très basse et que ce soit un véritable échec pour Jim Crockett ce soir-là. Et cet échec, c'est ça qui va vraiment coûter la viabilité financière de Jim Crockett et de la NWA, et l'année prochaine, 1988, il va vendre à Ted Turner. Autre technique pour contrer Jim Crockett, c'était de faire des house shows dans la même ville la veille des pay-per-view. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Admettons, il y a un pay-per-view le dimanche soir. Très bien. Ils vont faire la WCW, NWA, dimanche soir.
Vince McMahon va faire un house show le samedi soir. Un house show interminable. Interminable. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si les gens font le choix de quand même aller au pay-per-view, mais pas au show WWE la veille, Vince McMahon aura un succès commercial moindre. Mais le risque n'est pas énorme parce que pour lui, c'est un house show. Ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, s'il y a des gens qui vont déjà choisir la WWE par rapport à la WCW, il va piquer des clients. Et s'il y a des gens qui décident d'aller aux deux, troisième cas de figure, eh bien le show est tellement long, ça va toujours finir après minuit, les gens vont être complètement claqués, vannés. Et le lendemain, eh bien l'ambiance sera moins bonne lors du show WCW. Donc Vince McMahon, là techniquement, c'était pas de la fisse de puterie, hein, c'était pas des menaces en l'air, c'était un bon coup commercial, quelque chose de très intelligent. Et il y a aussi un autre exemple où la NWA avait proposé un gros show à New York en janvier 88 avec Bunkhouse Stampede en pay-per-view que Vince McMahon, lui, il a contré avec son premier Royal Rumble, non pas en pay-per-view mais gratuit à la télévision. La prochaine étape pour Vince McMahon, c'était que Hogan devait aller conquérir Hollywood avec Hogan en tant que méga star et Piper, moins connu mais meilleur acteur. Seul problème, qui dit tournage de film dit absence. Hogan ne pouvait pas être présent sur tous les house shows et sur les tournages. Par contre, pour ceux qui sont abonnés à la Monday Night War, vous savez qu'en 1996-97 à la WCW, ça n'était absolument pas un problème. Hogan faisait beaucoup de films, il était à Nitro une semaine sur deux, une semaine sur trois, ça semblait ne déranger personne alors qu'il était champion du monde. Je dis ça, je dis rien. Donc à ce moment-là, Hogan, vu qu'il va s'absenter, il doit perdre sa ceinture. Il la perd contre André dans un match revanche de WrestleMania 3 lors de Saturday Night Main Event en février 88, diffusé sur NBC et regardé par 15 millions de téléspectateurs, un record inégalé. Pour vous donner une image, c'est le double du Raw le plus regardé de l'histoire, qui est le Raw le lendemain du décès de Owen Hart. Le finish du match fait naître une storyline pleine de controverses, qui s'achève avec un tournoi pour le titre lors de WrestleMania 4, que va remporter Randy Savage, qui perdrait le titre un an plus tard lors de WrestleMania 5 en 1989, toujours face à Hogan, qui serait à ce moment-là de retour. À l'époque, il y avait une vraie logique, vous voyez qu'on bouquait les choses un an à l'avance. Face à WrestleMania 4, Crockett et Turner décident de diffuser le premier Clash of Champions avec Ric Flair contre Sting en main event qui sera élu match de l'année. Les deux shows sont un énorme succès. Clash of Champions est vu par 7 millions de téléspectateurs, un record pour du catch sur le câble, et WrestleMania quant à lui sera acheté plus de 500 000 fois. Par contre, en termes de catch, WrestleMania 4 c'est un petit peu piscine de chiasse, alors que Ric Flair contre Sting, c'était un match absolument fabuleux. 45 minutes qui a propulsé, 45 minutes qui ont, ou le match qui a propulsé Sting en haut de l'échelle hiérarchique du catch. D'ailleurs, à l'époque, il y avait un sondage de notre ami Dave Meltzer, ami entre guillemets bien entendu, du Wrestling Observer, qui avait montré que 92% des personnes qui avaient répondu avaient dit que le match de Clash of Champions était meilleur. À ce moment-là, Savage, il a 35 ans, il n'est que le 11e homme à avoir la ceinture autour de sa taille. Il était le champion le plus athlétique, hein, ça c'est clair, de l'époque. Il était un des tout meilleurs workers qui a réussi à faire la bascule vers un style plus moderne, avant qu'on revienne sur du Hogan Ultimate Warrior à WrestleMania 5 et WrestleMania 6. Et avant, je parlais de business et que Hogan, des fois, c'était pas un flop, mais bon, voilà, c'était pas génial non plus. Il faut savoir que les rematchs entre Ted DiBiase et Randy Savage, qui était la finale du tournoi de WrestleMania 4, avaient fait beaucoup de business. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que la WWE a eu son meilleur post-WrestleMania niveau business, bien meilleur que lorsque c'était Hogan. De son côté, on est en 1988 déjà, Jim Crockett, il n'arrive pas à pusher Sting, et puis c'est vrai qu'au niveau des storylines, il y avait trop de changements heel-face, avec des bookings qui n'étaient pas suffisamment décisifs, et ça ne fait que ajouter à cette situation qui était déjà en train de péricliter avec la WWE, qui était en expansion et qui avait rétamé tout le monde, et la WCW essayait comme ça un petit peu timidement de quand même se maintenir la tête hors de l'eau, mais c'était quasiment peine perdue, tant ce que proposait Vince McMahon, et en tout cas toute la démarche qu'il avait entrepris pour arriver à ce stade-là, avait été vraiment, comment dirais-je, efficace, tout simplement. Voilà les amis, et bien c'est là-dessus que se termine le troisième et dernier épisode consacré à la mort des territoires et la naissance du catch US national tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors que nous vivons
aujourd'hui même de réelles mutations dans le monde du catch. Pour ce qui est de ce qui a été mentionné dans ces 3 vidéos, je vous renvoie aussi pour ce qui est du Royal Rumble et de l'évolution business du Rumble qui était aussi couronné de débuts très difficiles malgré tout, un petit peu à l'instar de Hogan qui n'était pas forcément un vecteur de business. Le Rumble, j'en ai parlé beaucoup dans la vidéo hommage à Pat Patterson que je vous remettrai également dans la description, parce que ça vous donnera une perspective historique sur l'évolution de ce pay-per-view qui est maintenant devenu vraiment emblématique, mais qui a quand même connu des débuts très difficiles. Donc voilà, c'est jamais gagné. Preuve en est, aujourd'hui on voit la WWE, la machine mondiale que c'est devenu, mais il n'en reste pas moins vrai que cette expansion, bien Vince McMahon l'a réussi en prenant énormément de risques, en vidant ses poches, en empruntant beaucoup d'argent, en dépensant énormément et en devant attendre des années et des années avant d'avoir un tout petit peu de retour sur investissement avec, comme on l'a dit en début de cette vidéo, WrestleMania 3. En vous donnant rendez-vous très bientôt pour la Monday Night War pour les abonnés exclusifs ou pour d'autres lives de la WWE dans la nuit temps, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, nuit, suivant quand vous me regardez. Puis je vous donne rendez-vous pour voilà, la prochaine vidéo ou le prochain dossier. On verra comment ça va se passer. D'ici là, vous savez qu'il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye!